Début 2024, une tornade débarquait à la WWE. Pendant le Royal Rumble, une catcheuse débutait dans le ring et on sentait que la fédération tenait beaucoup à ce que ce soit impactant. Ce jour-là, elle a éliminé Nia Jax en ayant réussi à la soulever sur ses épaules, une athlète de près de 120 kilos. Cette femme assez spéciale, c'est Jade Cargill. Elle est une des plus grandes stars du catch féminin. Mais qui est-elle vraiment derrière cette façade? Comment en est-elle arrivée là? A-t-elle toutes les qualités d'une future pionnière de sa division? C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour plonger dans la montée en puissance météorique de Jade Cargill. Vous apprendrez entre autres pourquoi elle avait choisi de quitter All Elite Wrestling, comment elle s'est mariée à un sportif américain de haut niveau, mais aussi quelle légende de la WWE l'a découverte, et même le domaine très étonnant dans lequel elle a obtenu un master. Et vous ne devinerez jamais les endroits qu'elle aime visiter quand elle a du temps libre. Alors pour votre information, ce que vous allez voir maintenant, c'est un documentaire un peu différent des autres sur la chaîne, votre nouveau rendez-vous du vendredi, mais n'ayez pas peur, une tempête de documentaires plus habituelle va foncer droit sur vous tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'ascension fulgurante de la tornade Jade Cargill. C'est parti. Mais qui est vraiment cette Jade Cargill? C'est vrai que quand on la voit performer de manière spectaculaire dans le ring de la WWE, on peut être intrigué par cette question et avoir très envie de savoir la réponse. Et figurez-vous en fait que le parcours de Jade Cargill pour arriver, on va dire, dans la plus grande fédération de catch au monde est presque tout aussi impressionnant que ses prises surhumaines dans le ring. Et oui, elle est née le 3 juin 1992 à Vero Beach en Floride. Un état où elle va passer son adolescence, et surtout, vous allez voir que ce qui caractérise vraiment par-dessus tout toute sa jeunesse, c'est qu'elle a à la fois été, on va dire, dans le sport et plutôt de haut niveau dès son plus jeune âge, puisqu'elle a fait du basket à son lycée où elle avait un bon niveau, elle faisait même partie de l'équipe de son lycée, mais aussi performante dans le domaine de ses études, puisqu'elle a eu un diplôme en sciences sociales, elle a été à l'université de Jacksonville, et surtout, et ça c'est quand même sacrément admirable, elle a obtenu un master, alors devinez dans quel domaine, en psychologie de l'enfant. Pouvez-vous seulement imaginer que Jade Cargill, bien avant d'être catcheuse, a donc été une spécialiste du domaine de la psychologie enfantine. Elle a même travaillé comme psy pour enfants. Donc d'ailleurs, c'est quand même tout à son honneur, je trouve. Ça en dit quand même long, je pense, sur des qualités humaines qu'elle doit avoir. Mais ce n'est pas tout. Jade Cargill est encore plus que ça. Elle a même été mannequin fitness, un domaine pour lequel elle a eu de l'intérêt en allant en France d'ailleurs. Elle a été en France. Et surtout, et ça c'est quand même la chose qu'on doit noter quand on s'intéresse un peu à l'être humain Jade Cargill et l'individu Jade Cargill, c'est qu'elle est grande aussi de taille. 1m77. Ce qui d'ailleurs à la WWE fait d'elle une des catcheuses les plus grandes de taille. Mais son histoire avec la WWE va pas commencer tout de suite. D'abord donc, comme vous le comprenez, elle a fait ses études, elle a donc été psychologue, mais en 2019, en sachant qu'elle était déjà fan de catch, bien sûr, elle fait un try-out au Performance Center de la WWE. Vous savez, c'est le centre de formation de la fédération de Stamford. C'est là où sont formés les futures grandes stars, ou alors où sont rejetés ceux qui n'ont pas le niveau. Et donc, à cette époque, c'était un peu un premier tournant pour elle. Alors, même si on doit se méfier des informations qui sont un peu liées au kayfabe, vous savez, à l'époque, comme elle a été à All Elite Wrestling, qui était le concurrent principal de la WWE, encore plus à cette époque, surtout que c'était encore une promotion émergente en pleine ascension à ce moment-là, on peut imaginer que quand elle disait par exemple à l'époque qu'elle a refusé d'aller à la WWE pour privilégier l'AEW, qu'il y avait sans doute une part de kayfabe, parce que on a aussi bien pu apprendre donc peut-être qu'elle a refusé l'offre que lui avait faite en gros la WWE, mais aussi tout simplement qu'elle avait été rejetée ou du moins pas retenue par la WWE. Alors, n'avait-elle pas convaincu
la fédération de Stamford, c'est possible, mais bon, ça ne l'empêchera pas de continuer son parcours dans le divertissement sportif, notamment sous le mentoring d'un certain, tenez-vous bien, Mark Henry. Mark Henry, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mark Henry, c'est quand même un des plus gros noms de l'histoire de la WWE, ne serait-ce que pour sa longévité et aussi pour sa polyvalence, aussi bien capable d'avoir été une sorte d'addict au sexe, un peu comme Viscera dans l'Attitude Era, mais aussi une bête, vraiment un destructeur avec son fameux Hall of Pain. Donc quel mentor quand même pour Jade Cargill. Et donc c'est lui qui l'avait repéré et qui lui avait conseillé de s'entraîner dans des écoles de catch, ce qu'elle avait donc fait, et notamment elle a été donc à l'entraînement dans la Nightmare Factory. Alors, ça sonne peut-être une clochette dans votre tête, c'est normal. Nightmare, ça rappelle l'American Nightmare. Et qui est l'American Nightmare? Cody Rhodes. Cody Rhodes, une des plus grandes stars de la WWE en 2025, a effectivement, avec un collègue à lui, une école de catch, et Jade Cargill y a été. Ce qui, on l'imagine, lui aura permis de taper dans l'œil de l'AEW, du moins d'obtenir un contrat là-bas, puisque, comme vous le savez sans doute, Cody Rhodes est un, on va dire, des membres fondateurs d'All Elite Wrestling, et donc c'est là-bas qu'elle va commencer sa carrière, en tout cas de manière officielle, dans le catch, en novembre 2020. Et de quelle façon, nom d'un chien, accrochez-vous. C'est quand même méga intéressant et méga marquant. C'est pas n'importe quelle catcheuse qui débute de cette façon-là, puisque tout simplement, à l'époque, elle a interrompu Cody Rhodes, donc une catcheuse qui est, on va dire, dans une interaction avec un catcheur déjà. En plus, pour sa première apparition, c'est rarissime, vraiment rarissime. Ça en dit quand même long sur, on va dire, l'importance que la fédération lui accordait. Et surtout, elle va teaser l'arrivée du basketteur, donc quand même assez marquant, Shaquille O'Neal. Vous savez, Shaquille O'Neal, une des plus grandes légendes de la NBA, qui a déjà été, on va dire, impliqué dans le catch à de multiples reprises, y compris à la WWE, qui avait donc été aussi à l'AEW. Et alors figurez-vous, son premier match sera un match en équipe avec Shaquille O'Neal en mars 2021. Donc quelle manière de débuter, nom d'un chien, sa carrière, d'être en gros dans un match spécial où en plus il y avait Cody Rhodes en face. C'était un match tag team mixte et donc elle fait équipe avec Shaquille O'Neal. Quel impact quand même pour Jade Cargill. Être associé à un nom si célèbre, c'est rare. C'est peut-être d'ailleurs pour une catcheuse les débuts les plus mémorables de l'histoire du catcheur. C'est peut-être un peu grand, et est-ce que c'est trop de dire ça? Bah franchement, pouvez-vous me citer des débuts plus impactants que de débuter aux côtés d'une star connue dans le monde entier en équipe? C'est rarissime. Enfin bref, ça va pas s'arrêter là, bien évidemment. En janvier 2022, toujours du côté de l'AEW, Cargill va devenir la première championne TBS. Et ça, c'est donc quand même un accomplissement historique pour elle. Donc elle entre dans l'histoire de cette façon-là, et y compris avec son règne qui durera 508 jours. Donc long règne, et surtout une série d'invincibilité de plusieurs mois, avec au total, dans toute sa période à la AEW, seulement 2 défaites en solo. D'ailleurs, elle était, on va dire, la meneuse de son clan des Baddies, et donc un parcours sacrément réussi là-bas. Et avant d'aller, on va dire, dans son parcours qui l'a mené à la WWE, tenez-vous bien quelques informations assez intéressantes sur la vie personnelle de Jade Cargill. Déjà, vous devez savoir qu'elle a eu une fille avec un sportif de haut niveau américain, et oui, un certain Brandon Phillips. Alors, Brandon Phillips, qui c'est? C'est un joueur, enfin ancien joueur de baseball, et c'est d'ailleurs assez notable de souligner qu'il a 11 ans de plus qu'elle et qu'il avait déjà eu 2 enfants avant d'avoir une fille, donc, avec Jade. Après, donc, elle, fan de catch, y compris quand elle était gamine, Jade Cargill, et notamment fan de Chyna. Vous savez, cette catcheuse dans la fin des années 90 qui était largement capable d'accomplissements surhumains, elle aussi,
et donc une grande inspiration pour elle. Mais son autre grande inspiration, c'est pas une catcheuse, c'est un personnage dans l'univers Marvel, le personnage de Storm. Et c'est vrai que vous pourrez aller voir le personnage de Storm sur Google et vous remarquerez qu'il y a des looks, et non seulement des tenues, mais même au niveau de son cheveu, d'une perspective purement capillaire, il y a clairement des similarités entre Storm. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve souvent l'idée de Storm is coming quand Jade Cargill va apparaître, ou alors qu'il y ait souvent le mot Storm dans tout son univers, c'est parce qu'elle est une grande fan de ce personnage. Sinon, c'est à noter qu'avec son mari, il possède une équipe de baseball féminin qui s'appelle The Texas Smoke, donc une Jade Cargill qui touche à tout, qui est un peu un couteau suisse, et aussi d'ailleurs dans le domaine de ses propres loisirs, puisque au-delà d'un site de fitness qu'elle a, parce qu'elle est aussi passionnée et très investie dans le fitness, comme d'ailleurs son corps le laisse deviner, elle a aussi un hobby qui est quand même un drôle de hobby, mais ça colle aussi avec son amour des films d'horreur, et notamment du film Evil Dead. Elle aime visiter des cimetières dans son temps libre. En tout cas, quand elle voyage, et alors, elle l'a justifié, hein, c'est pas, a priori en tout cas, pour des raisons glauques, ou c'est pas non plus la gothique Jade Cargill, a priori. Non, c'est tout simplement qu'elle les trouve apaisants, et disait qu'elle aimait bien observer on va dire le côté un peu historique, les monuments historiques que sont d'une certaine manière les pierres tombales. En tout cas, c'est vrai qu'on serait quand même loin de s'imaginer ça en la voyant. Mais bon, comme quoi, il faut jamais se fier aux apparences. En tout cas, à l'âge de 31 ans, elle prend une décision majeure. Elle se dit qu'elle ne veut pas rester à All Elite Wrestling, que pour elle, à son âge, à 31 ans donc, c'est vrai que elle a encore, on dirait, allez, une dizaine d'années devant elle où elle sera encore dans son prime et capable sûrement d'être un visage et surtout une des catcheuses les plus importantes d'une compagnie, et elle se dit qu'elle n'a plus le temps d'être dans une compagnie qui est toujours en train de grandir. Après plusieurs années donc à la AEW, elle se dit non, moi ça y est, ça suffit, je dois aller dans une compagnie déjà établie, et c'est ainsi donc qu'en septembre 2023, elle va signer à la WWE, où elle aurait pu être en réalité 4 ans avant, mais elle a dû faire une sorte de détour par l'AEW, un peu un parcours initiatique, avant d'être peut-être apte et capable de conquérir la plus grande fédération de catch au monde. Est-ce qu'elle l'a réussi? Comment se sont passés ses débuts là-bas? Quel bilan peut-on faire aussi de sa première grosse année à la WWE? C'est tout ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. En septembre 2023, donc, Jade faisait son arrivée à pas d'éléphant à la WWE en allant s'entraîner au Performance Center, et à partir de là, vous allez voir qu'un fil rouge que va y avoir pendant plusieurs mois, c'est mais quand est-ce que Jade Cargill va débuter? Quand est-ce qu'ils vont la lancer dans le grand bain? Pour quand c'est prévu? Puisque, en fait, pendant plusieurs mois, donc, elle va d'abord arriver au show Fastlane, une scène très marquante d'ailleurs, où elle était clairement une star. D'ailleurs, c'est le moment d'en parler. À ce moment-là, c'est indéniable, je trouve, hein, à mon humble avis, de voir son potentiel vraiment de superstar en la voyant arriver donc à Fastlane, où elle sort d'une voiture, et elle arrive en marchant, et c'est vrai qu'elle dégage clairement de la confiance en elle, un charisme, une aura, qui est d'ailleurs quand même assez rare pour être souligné dans la division féminine, où certes on a quand même un tas de performances, on va dire, en tout cas de catcheuses capables de performances très impressionnantes, la preuve avec une Bianca Belair par exemple, mais des catcheuses avec son charisme et son côté justement star, parce que c'est clairement ce qu'elle dégage, il n'y en a pas énormément. Et donc c'est pour ça qu'elle se démarque tout de suite dès son arrivée. Elle va d'ailleurs avoir une scène directement avec Triple H, quand même, c'est pas rien. Être donc dans une scène où tu serres la main du grand Manitou, j'ai envie de dire. Elle aura aussi une interaction avec Charlotte Flair, ce qui est encore très marquant. Charlotte Flair, c'est quand même un des plus gros noms de la division féminine, donc la voir interagir avec Charlotte Flair, ça montre quand même le crédit que la WWE a accordé à Jade Cargill, mais tout ça ne va pas tout de suite mener à ses grands débuts,
qui eux sont réservés pour un événement et pas n'importe lequel, le Royal Rumble 2024. Alors, c'est vrai qu'en soi, même si elle arrivait dès septembre et qu'on aurait pu peut-être vouloir la voir plus tôt, en soi, quoi de mieux que de démarrer surtout en numéro 28 dans un des shows les plus excitants, si ce n'est le plus excitant de l'année à la WWE. Vous savez, c'est quand même le show qui qualifie la gagnante en l'occurrence pour en tout cas, un des matchs les plus importants de WrestleMania. Et surtout, si on y fait des performances mémorables, on entre dans l'histoire en quelque sorte. Et c'est ce qu'elle a fait ce jour-là, puisque donc dans le Rumble de 2024, elle va surtout avoir un moment qui me fait d'ailleurs penser, alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, je dirais en tout cas, en termes de présentation et en termes d'impact qu'on voulait donner à ce moment, ça pouvait faire penser, alors c'est peut-être une comparaison un petit peu trop exagérée, mais bon, en soi peut-être pas tant que ça, je trouvais personnellement que ça pouvait faire penser au jour où Hulk Hogan, alors ça remonte hein, évidemment, avait fait le fameux body slam à André le Géant. Alors, c'est sûr que il y a quand même pas le même... c'est sûr que c'est pas la même... on va dire... pas le même événement, on va dire. C'est sûr que Jade Cargill n'est pas Hulk Hogan hein, en termes de notoriété, en termes de star. En tout cas, je parle d'un Hulk Hogan à l'époque où donc c'était arrivé. Donc lui qui était la plus grande star du catch, qui soulevait quelqu'un donc dans une prouesse physique surhumaine, qui avait impressionné à un point colossal les fans de l'époque, donc en la personne d'André le Géant. Mais bon, quand même, voir quelqu'un qui arrive, une star, et qui donc réussit un exploit physique tout de suite, puisque Nia Jax, c'est quand même, en tout cas, à en croire, le poids annoncé par la WWE, bon, qui est toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'elle a un sacré gabarit quand même, Nia Jax. Environ 120 kilos a priori. C'est pas n'importe quelle catcheuse qui est capable de la soulever pour la mettre sur ses épaules. Donc, un exploit pour commencer à la WWE, c'est quand même pas rien. Surtout que Nia Jax avait été très dominante dans le Royal Rumble. Dans le même match, elle va même éliminer Becky Lynch, ce qui est aussi une sacrée performance hein, pour Jade Cargill. Becky Lynch étant quand même la femme qui a été donc dans le premier main event de WrestleMania 100% féminin quelques années avant. Et d'ailleurs, Jade a aussi éliminé Naomi. Donc, même si elle n'a pas gagné le Royal Rumble, parce qu'elle sera éliminée en fin de compte par Liv Morgan, c'était quand même 3 éliminations très marquantes pour elle, qui la présentent tout de suite comme une star. Et là, on pouvait se demander, mais quelle sera la suite pour elle? Qu'est-ce qu'elle va faire pour WrestleMania 40 qui arrive? Et là, c'est vrai que personnellement, je trouve que c'est un peu un contre-pied, parce qu'on aurait pu croire en la voyant donc débuter dans le Royal Rumble qu'une carrière en solo était envisageable tout de suite, qu'elle allait sûrement s'attaquer à, je sais pas, peut-être justement Bianca Belair, avec qui elle avait eu un moment pendant le Rumble où elle s'était fait face toutes les deux, en soulevant toutes les deux en même temps des adversaires, ce qui était très marquant. On avait un peu l'impression qu'elles étaient toutes les deux un peu comme des catcheuses surhumaines parmi toutes les autres catcheuses, et qu'elles étaient vouées à s'affronter tôt ou tard. Mais en fait, non, justement, c'est tout le contraire. Elle va plutôt faire équipe avec Bianca Belair et être, en gros, dans le catch par équipe pendant des mois et des mois. Là, on aurait pu s'attendre à ce que Jade Cargill soit tout de suite pushée, comme on dit, en solo, mais pas du tout, en fait. Et d'ailleurs, à WrestleMania 40, elle va former donc une équipe avec son nouveau tandem, Bianca Belair, mais aussi Naomi, et ensemble, donc toutes les trois, avec d'ailleurs une entrée assez spectaculaire, hein, avec notamment des couleurs et toute une mise en scène. D'ailleurs, je tiens à dire que son team song, surtout quand elle était à l'AEW, Jade Cargill, et d'ailleurs son team song à la WWE lui ressemble, et est vraiment super, avec de la guitare électrique. Il y a une vraie identité, et je trouve que c'est un team song de star qui lui va comme un gant. Bref, elles avaient donc eu un match par équipe à WrestleMania 40, toutes les trois, contre Damage Control. Et ce qui est surtout notable pour Jade ce jour-là, c'est que c'est elle qui fait le pin de la victoire, et que donc, c'était d'ailleurs seulement son deuxième match, si on considère le Royal Rumble comme un match. Bon, c'est une Battle Royale, mais en tout cas, son premier vrai match
où elle n'est pas avec plein d'autres compétitrices, c'est WrestleMania 40. Donc toute la route en gros jusqu'à WrestleMania, elle n'avait pas encore catché. Et ça, c'est quand même pas rien. Je trouve que on réserve en gros les apparitions dans le ring de Jade Cargill pour des occasions spéciales. Je trouve que c'est bien. Bon, après, ce sera bien plus fréquent, bien sûr. Mais c'était aussi ça l'événement pour WrestleMania 40, c'était de voir Jade Cargill catcher dans un vrai match. Par la suite, alors, trajectoire qui va encore continuer dans, on va dire, la win, en quelque sorte, et une évolution progressive, puisque à Backlash, donc un show qui en plus avait lieu en France, Cocorico, ce jour-là, elle va devenir, avec Bianca Belair, championne par équipe. Donc quand même, quelques mois à peine après donc sa grande arrivée à la WWE, elle gagne déjà une ceinture. Alors c'est certes pas une des plus importantes, mais quand même. Et ce sera l'occasion pour elle de se rapprocher de Bianca Belair et d'être sans arrêt donc à ses côtés, notamment pour voyager. Et d'ailleurs, Jade Cargill a avoué qu'elle était très impressionnée et marquée par le train de vie qu'elle a à la WWE. D'ailleurs, elle disait elle-même que pourtant, il était déjà plus soft que quelques années avant, a priori, à la WWE. Mais que elle, pour elle, en tout cas, c'était une révolution, parce qu'à l'AEW, elle était habituée à catcher, du moins à se déplacer, 1 ou 2 jours par semaine. Alors que là, c'est dans le monde entier, tout le temps. Donc, une nouvelle vie pour Jade Cargill. Mais en tout cas, une vie caractérisée par de la réussite, hein, avec donc un titre par équipe, même si elles vont le perdre, donc avec Bianca Belair, peu de temps après, en réalité, à Clash at the Castle contre l'équipe Unholy Union. Mais ça va être un peu un jeu du chat et de la souris parce que Jade et Bianca vont regagner cette ceinture quelques mois plus tard à Bash in Berlin. Par contre, dans sa carrière solo, c'est vrai que elle n'a pas encore eu vraiment l'occasion de briller en 2024, Jade Cargill. Alors, elle avait quand même participé au tournoi pour devenir Queen of the Ring, qui sera finalement gagné par Nia Jax. Et d'ailleurs, Jade Cargill avait perdu contre Nia Jax, mais ça a souligné que c'était pas une défaite, on va dire, légitime vraiment. Elle était litigieuse en fait, parce que Nia Jax avait attaqué Jade Cargill devant sa fille, qui était au premier rang de ce match, dans une scène d'ailleurs très marquante, avec une Nia Jax qui dit quand même à la fille de Jade que sa mère est nulle, donc c'est quand même très personnel. Et ça avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase de Jade, qui avait en gros craqué et attaqué Nia Jax avec une chaise, ce qui lui avait valu en gros une disqualification. Le fait est que en solo, il n'y a pas vraiment encore de grandes victoires marquantes, mais par contre, en tag team, il y a donc deux victoires donc, pour le titre féminin dans sa première année à la WWE, et on se rend surtout compte que pendant des mois donc, elle est cantonnée à la division tag team qui, je trouve personnellement, n'est évidemment jamais la meilleure pour briller le plus possible. Mais un événement très marquant va avoir lieu en novembre 2024, tout simplement, alors que donc jusqu'à présent, elle avait donc son petit bonhomme de chemin dans la division tag team. Elle est retrouvée sur le pare-brise d'une voiture dans un show et elle a été attaquée. Donc là, en voyant ça, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, et donc quelques mois encore après cette agression, hein, le mystère était total. On ne savait pas qui avait pu attaquer de manière aussi brutale Jade Cargill et la laisser dans cet état, donc sur le pare-brise d'une voiture, en novembre 2024. Alors là, les médias de catch se sont tout de suite emballés en se demandant si c'était une vraie blessure qu'elle avait eue et qu'il fallait donc l'écrire en gros loin des écrans, du moins mettre en scène une disparition et justifier son absence de manière scénaristique, ou alors si c'était uniquement de la storyline. Quoi qu'il en soit, elle ne pourra donc pas participer au match War Games où elle sera remplacée par Bayley, et elle sera aussi remplacée dans le tournoi pour devenir la première championne des États-Unis de l'histoire de la WWE. Et donc, à ce moment-là, on imagine que la WWE a quand même un plan assez important pour Jade Cargill, puisque le suspense est quand même total. On ne sait pas qui a attaqué Jade Cargill. Alors, est-ce que c'est Bianca Belair et est-ce que ça pourrait mener à WrestleMania 41 à un match
contre Bianca Belair et donc à une explosion de leur équipe et peut-être un heel turn de Bianca, c'est très bien possible. Pourquoi pas? D'ailleurs, personnellement, je vous avoue que je serais plutôt fan de ce scénario. Je milite pour le heel turn de Bianca Belair parce qu'elle est bien meilleure dans ce rôle-là, je pense. Et puis, ça pourrait permettre aussi à Jade Cargill de prendre une nouvelle dimension en catchant désormais uniquement en solo. Surtout qu'on imagine bien qu'après une telle agression et une telle scène, elle aura sûrement les dents qui rayent le plancher et elle aura sûrement très envie de se venger. En tout cas, on l'imagine. Donc, on pourrait croire que un an environ après ses débuts donc à l'écran à la WWE, en tout cas dans le ring, que la WWE croit encore beaucoup en elle, qu'elle lui a donné peut-être une première année un peu de formation aux côtés de Bianca Belair pour continuer à progresser, en sachant qu'elle est encore assez jeune, hein, et peut-être qu'elle est pour de bon en route pour devenir une des plus grandes stars de la division féminine. En tout cas, c'est très bien possible, et d'ailleurs, Jade Cargill a dit que son match de rêve, alors c'est ni Bianca Belair, ni une Charlotte Flair, mais c'est Rhea Ripley. Elle rêve d'affronter Rhea Ripley. Donc, qui sait, est-ce que Rhea Ripley contre Jade Cargill sera une des affiches principales de WrestleMania en 2025, en 2026, en 2027 ? On le sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle semble promise à un grand avenir et que le potentiel de la tornade Jade Cargill semble sans limite. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Jade Cargill. Comme on a pu le voir, elle a fait une arrivée vraiment à pas d'éléphant dans le monde du catch et semble promise à un grand avenir à la WWE. Elle a pu se former aux côtés de grands noms et c'est indéniable qu'elle a tout d'une star. Espérons en tout cas qu'elle soit un des visages de la division féminine ces prochaines années. Et quoi qu'il en soit, j'ai justement un débat à vous proposer. Selon vous, comment la WWE devrait se servir de Cargill créativement parlant ? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous commencez à en prendre l'habitude maintenant, mais chaque vendredi, vous l'avez vu, je vous propose un documentaire concept sur une superstar actuelle. C'est un format un peu différent de ce que vous trouvez dans nos documentaires habituels qui, n'ayez pas peur mes amis, continuent sur la chaîne, notamment un très bientôt, sous quelques jours, sur la rivalité géniale entre Shane McMahon et Kane, qui devrait beaucoup vous intéresser je pense. Et dites-moi, du coup, sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire vendredi prochain. Ce sera intéressant de voir qui suscite le plus votre intérêt en ce moment et de partager le ressenti, parce que c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des personnages controversés comme Hulk Hogan, le documentaire devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre tous les secrets bien gardés de la WWE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Well, let me tell you something, brother.